Parole à Monsieur Franck Menonville pour le groupe Union centriste. Merci Madame la Présidente, Madame et Monsieur les ministres, mes chers collègues. Nous sommes aujourd'hui réunis pour débattre de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Pour la troisième fois, nous allons collectivement exprimer notre opposition à la ratification de cet accord en l'état proposé par la Commission. La Pologne a hier officialisé son refus, s'alignant ainsi sur les positions françaises. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'engagement personnel du Premier ministre Barnier et de son gouvernement afin de convaincre d'autres pays européens pour constituer une indispensable minorité de blocage. Le contexte est aujourd'hui inflammable, c'est peu de le dire. D'une part, la présidente reconduite de la Commission européenne souhaite accélérer la finalisation d'un accord d'hier, pour ne pas dire d'avant-hier, au risque d'un passage en force institutionnelle. D'autre part, alors même que l'acte 2 des contestations agricoles s'intensifie sur nos territoires, il nous faut aujourd'hui avoir à l'esprit que 76% des Français s'opposent à cet accord. Notre débat d'aujourd'hui se révèle plus que nécessaire. Rappelons que pour les pays d'Amérique latine, l'Europe a fait figure de modèle d'organisation. En effet, le rapprochement initial entre les pays d'origine du Mercosur s'inspire de l'expérience de la construction européenne. Comme l'a dernièrement indiqué la ministre Sophie Primas, le Brésil est le premier partenaire commercial de la France en Amérique latine. Nous n'avons donc pas attendu le Mercosur. Dans ce débat, il est nécessaire de souligner que nous ne remettons nullement en cause le principe d'une relation plus approfondie entre les pays de l'Union européenne et ceux du Mercosur. Mais le groupe de l'Union centriste tient à rappeler 3 lignes de force. La première, protection n'est pas synonyme de protectionnisme. Le retour d'un isolationnisme américain et de l'agressivité commerciale chinoise oblige l'Europe à s'organiser et à réagir sans naïveté. Dans ce désordre international, l'Europe a besoin d'alliés. Le rapprochement avec les pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, peut alors susciter des opportunités, notamment économiques. Mais aujourd'hui, notre préoccupation porte sur le déséquilibre commercial que peut engendrer l'accord sous sa forme actuelle. Et je l'explique, en 2017, l'Union européenne connaissait avec le Mercosur une balance commerciale déficitaire de 20 milliards d'euros sur les produits alimentaires et légèrement excédentaire sur les produits industriels. Aujourd'hui, nous craignons que ce déséquilibre préexistant s'accentue. Une étude d'impact menée par une université britannique a confirmé l'aggravation du déséquilibre actuel, avec une baisse anticipée de la production agricole européenne au profit de l'importation accrue du Mercosur. On retrouve alors la crainte d'une agriculture européenne qui serait la variable d'ajustement des accords commerciaux. Cette crainte se confirme lorsque la Commission européenne elle-même imagine un fonds de compensation pour dédommager nos agriculteurs. C'est inacceptable et inenvisageable. Alors que l'impératif de souveraineté alimentaire s'est inscrit à notre agenda, les agriculteurs ne demandent pas la charité, ils portent un projet d'entreprise et souhaitent pouvoir vivre dignement de leur activité. C'est un engagement porté par beaucoup d'entre nous dans cet hémicycle. Cela rejoint la deuxième ligne de force. Le pragmatisme ne doit pas céder à la caricature. Le projet d'accord ne peut pas à elle seule, d'ailleurs, être le bouc émissaire d'une agriculture européenne en proie à des difficultés, faute de choix stratégiques. Si le compte n'y est pas pour certaines filières, d'autres peuvent malgré tout y trouver un intérêt. Je pense notamment à l'automobile, au vin ou encore à l'approvisionnement en métaux rares. Comment ne pas souhaiter une meilleure reconnaissance de nos produits, de nos labels, de nos appellations d'origine contrôlée? Mais comment ne pas partager l'incompréhension des agriculteurs à qui l'on demande d'être toujours plus vertueux, tout en ouvrant nos frontières à des produits qui ne respectent pas nos normes européennes?
Si le contingent négocié ne constitue pas un raz-de-marée prédit, ils peuvent néanmoins déstabiliser nos filières, poussant les prix à la baisse. Le rapport rendu en 2020 par une commission indépendante présidée par Stefan Ambeck parle à juste titre d'une occasion manquée pour l'Union européenne d'obtenir des garanties environnementales et sanitaires. D'autant que depuis la signature du volet commercial de l'accord en 2019, les ambitions environnementales des politiques européennes ont été rehaussées par la précédente Commission. Elles sont d'ailleurs un des catalyseurs de la crise actuelle. Comment peut-on imaginer que la présidente von der Leyen, qui a promu la stratégie Farm to Fork, avec son lot de contraintes réglementaires et ses conséquences sur l'agriculture européenne, ait si peu d'exigences dans cet accord sur la qualité environnementale, sanitaire et normative des importations? C'est notre troisième conviction. Fervents européens, nous pensons qu'il faut donner une place accrue au contrôle démocratique de ces accords commerciaux. Il nous semble important de souligner que le Parlement européen a rappelé à plusieurs reprises, en 2018 notamment, le caractère mixte de cet accord et donc la nécessité d'être ratifié à l'unanimité par les parlements nationaux. Le politologue bulgare Ivan Krastev parle de démocratie frustrée quand la mondialisation, auparavant présentée comme un jeu à somme positive, creuse les inégalités en dehors de toute vigilance démocratique. La première des exigences est la convergence réglementaire. Il n'est pas acceptable d'exonérer nos partenaires commerciaux de contraintes que nous imposons à nos acteurs économiques. Il nous semble donc que des clauses miroirs couplées à des moyens de contrôle sont nécessaires et indispensables. Une simple annexe ne saurait en effet compenser le manquement constaté du volet commercial. La deuxième des exigences est la transparence des négociations. Nos concitoyens et les parlements nationaux sont en droit de mieux connaître les enjeux de cette nouvelle génération d'accords qui va au-delà de simples aspects commerciaux. Et la troisième exigence est la responsabilité. Les parlements nationaux doivent être davantage associés dans les négociations, dans leur évaluation. Nous partons de très loin, je crois. L'exécutif européen doit s'attacher à la protection de nos standards, alors même qu'à titre d'exemple, l'audit mené en octobre dernier par la Direction générale de la santé de la Commission européenne illustre la défaillance du système de contrôle brésilien de la grippe aviaire. Pour conclure, le groupe Union centriste n'est pas par principe, bien évidemment, hostile aux accords internationaux. Nous considérons qu'à ce stade, celui-ci ne correspond ni à notre époque, ni à nos ambitions actuelles, ni même à la situation géopolitique que nous traversons. De plus, elle fait peser un risque beaucoup trop important sur notre souveraineté alimentaire. Il va à l'encontre des grands principes que nous nous imposons à nous-mêmes. Or, la réciprocité est aujourd'hui indispensable pour rapprocher nos deux continents et rassurer nos concitoyens européens. Madame la ministre, monsieur le ministre, pour toutes ces raisons, le groupe Union centriste votera en faveur de la déclaration du gouvernement et s'oppose fermement en l'état à la ratification du Mercosur ainsi proposée par la Commission. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur François